À Whitehaven, s'il vous plaît. L'arrestation de Cust est un succès pour vous, Poirot. Tout est clair maintenant, sauf peut-être quelques détails. Les détails. Ah, mon ami. Le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon? Patience, Hastings. Tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligeance de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive? Un revolver? Mais Poirot, que craignez-vous? Faites-moi confiance. Il est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête? Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Churston, Devon. Population, 500 habitants. Horaire des trains Londres-Churston. Train du soir, Londres, 18h45. Newton Abbot, 11h. Churston, 11h45. Londres, 23h45. Newton Abbot, 6h08. Churston, 7h15. L'album photo d'Hastings. Il est très fier de son tableau de chasse. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête? Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Daily Flicker du 11 septembre 1935. Affaire ABC, la dernière victime l'échappe de peu. L'assassin arrêté à Doncaster dans des circonstances tragiques. Il se nomme A.B. Cust. Il a frappé à Andover, étranglé à Bexhill, poignardé à Churston. Et à Doncaster, il aurait tenté de tuer sans autre arme que la terreur qu'il inspire. Sa dernière victime aurait dû se nommer Dick D. Dunbar. Monsieur Dunbar, aubergiste, s'est effondré lorsqu'il a soudainement appris que le tueur était descendu dans son établissement. La police a cerné l'hôtel et arrêté le meurtrier. Mais c'était sans compter sur l'intervention rapide des ambulanciers. Monsieur Dunbar, actuellement à l'hôpital, récupère de son malaise cardiaque. The Lancet, du 11 septembre 1935. Revue médicale généraliste. Le tueur à l'alphabet n'est pas psychotique, d'après le professeur Thompson. Dans un précédent numéro, nous avions soutenu que le tueur à l'alphabet n'était pas atteint de psychose. Notre assertion vient d'être confirmée par le professeur Thompson, expert auprès de Scotland Yard, qui s'est entretenu longuement avec le prisonnier. Tous les tueurs obsessionnels ne sont pas psychotiques, nous a-t-il déclaré. Certes, Cust présente une personnalité perturbée et des troubles de la mémoire, mais son amnésie réelle ou simulée ne change rien au fait qu'il était lucide au moment des actes. Il ne saurait donc se soustraire au châtiment. Ce n'est pas le moment. Les munitions blanches sont des cartouches à blanc. Les autres sont des balles réelles. Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Je peux encore choisir les balles réelles.
Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête? Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Voilà, je vous confie mon arme. Elle a très peu servi, elle est comme neuve. Inspecteur, c'est vous? Oui. Désolé, mais nous n'avons rien trouvé. Vous avez cherché sur la machine? Et sur les emballages, la lettre et la bobine de ruban. On a trouvé que les empreintes de Coste et celles de sa logeuse. Eh bien tant pis, je m'en arrangerai. Donc vous maintenez votre réunion? Bien sûr, inspecteur. D'ailleurs, j'entends mes hôtes monter l'escalier. Pourquoi nous avoir rassemblés, Monsieur Poirot? Après l'arrestation de Cust, il semble que tout soit dit. Mademoiselle Gray l'a formellement identifié, ainsi que Mademoiselle Barnard. Oui, et les bas qu'ils vendaient sont bien de la même marque que ceux qu'on a retrouvés chez ma tante. Tout ceci est vrai. Cependant, une affaire n'est pas close tant qu'il reste des questions ouvertes. Et en voici une. Pourquoi le meurtrier m'a-t-il envoyé ces lettres? Pourquoi m'a-t-il défié, moi, Hercule Poirot? Sans doute pour compenser un complexe d'infériorité. Par xénophobie? Peut-être ne vous aime-t-il pas parce que vous êtes étranger? Je dis peut-être une bêtise, mais... peut-être qu'il recherchait la gloire en vous provoquant? Toutes ces hypothèses sont à examiner. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Est-ce que tout est clair à présent? Peut-être voudrez-vous reprendre votre raisonnement? Bien sûr. D'abord, souvenez-vous que l'assassin s'était donné comme règle de toujours poster sa lettre avant le meurtre. Il ne l'a jamais transgressée. À Churston, cependant, il a rencontré un problème. Le village ne compte pas plus de 500 habitants. Prévenus à l'avance, nous n'aurions eu aucun mal à l'arrêter. L'assassin a donc retardé sa lettre en se trompant délibérément sur l'adresse. Mais ce plan n'aurait pas fonctionné s'il avait envoyé à Scotland Yard ou au Grand Quotidien dont chacun connaît l'adresse. L'erreur aurait été aussitôt rectifiée et la lettre serait arrivée à temps. Voici donc pourquoi l'assassin m'a choisi comme destinataire. Parce qu'il fallait, pour la bonne marche de son plan, qu'une lettre au moins porte une fausse adresse et s'égare. C'est très bien pensé. Absolument. C'est un plan très subtil. Il correspond parfaitement au profil que nous avons établi ensemble. Celui d'un assassin intelligent, audacieux et calculateur. Mais ce portrait ne correspond pas du tout à Cust. Très juste, mademoiselle. Comme vous, je ne peux admettre que ce terne personnage soit le brillant assassin que nous cherchons. Est-ce que les fous... Je veux dire, s'il est fou, il pourrait avoir deux visages très différents. Sans doute. Mais l'assassin n'est pas fou. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas le profil d'un psychopathe. Mais si Cust n'est pas coupable, comment expliquez-vous sa présence sur les lieux du crime?
Monsieur Clark, la réponse à votre question se trouve dans le fichier des patients de votre frère. Fichier auquel Cust ne pouvait certainement pas accéder. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Le fichier client du Dr Clark offrait une liste commode de victimes potentielles, classées par ordre alphabétique. L'assassin l'a certainement utilisé, sinon comment expliquer que toutes les victimes soient d'anciens patients du docteur? Voici qui met définitivement Cust hors de cause, car il n'a jamais eu accès à ce fichier. Comment donc a-t-il pu se trouver sur les lieux des crimes? Ou l'assassin l'y a envoyé, ou il suivait l'assassin à la trace. Le caractère hautement influençable de Cust nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'assassin le manipulait. Il a systématiquement envoyé Cust en tournée dans les villes où il frappait. Ceci afin que les soupçons convergent vers le pauvre homme. C'est machiavélique. Mais quel assassin peut monter un tel plan? Et quel profit peut-il tirer de 3 meurtres aussi disparates? En effet, il semble impossible qu'une même personne ait eu intérêt à les commettre tous. Que faut-il en déduire? L'assassin a tué d'abord par intérêt, puis il y a pris goût. Mais monsieur Poirot, le premier meurtre est celui de ma tante, et personne n'avait intérêt à la tuer. Ah, certes, les choses ne se sont donc pas passées ainsi. Il n'y a pas un assassin, mais 3 associés qui ont adopté la même mise en scène pour leur crime. Vous voulez dire que 3 assassins poursuivant des buts différents se seraient associés afin de brouiller les pistes? Mais cela déplace la question. Il faut encore trouver une motivation pour chaque crime et celui d'Andover pose problème. Pourquoi avoir tué cette pauvre Madame Asher? En effet, mieux vaut abandonner cette hypothèse. Un seul meurtre a profité à l'assassin. Les autres ne sont que des diversions. Après réflexion, une conclusion s'impose. L'assassin a tué 1 fois par intérêt et 2 fois pour détourner notre attention. Ce raisonnement nous mène vers 2 coupables possibles. Franklin Clark? Donald Fraser? Oui, mademoiselle, vous raisonnez vite et bien. Monsieur Fraser a pu tuer Betty Barnard par jalousie. Monsieur Clark a pu tuer son frère pour hériter de sa fortune considérable. Tous 2 ont un mobile. Mais Donald n'a pas pu avoir accès au fichier du docteur Clark. Permettez-moi de vous contredire, mademoiselle.
Donald a lui-même été soigné par le docteur. Vous faites erreur, Monsieur Poirot. Et ce ne doit pas être difficile à prouver. Oui, veuillez m'excuser. Ma langue a fourché. Voici ce que je voulais dire. Donald, Sir Carmichael était client de votre cabinet. Nous avons retrouvé dans ses papiers un rapport d'expertise qui le prouve. Cela ne prouve pas que je sois allé à Compside? Vous en avez eu l'occasion. Et peut-être en avez-vous profité pour examiner le fichier de Sir Carmichael. Vous me croyez coupable? Vous ou Monsieur Franklin Clark? C'est ridicule! Vous avez tous deux un mobile. La question est de savoir lequel de vous deux correspond le mieux au profil de l'assassin. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Mesdames et messieurs, vous avez vu que Donald partage beaucoup de traits avec l'assassin. Mais il n'a pas sa froideur. Il s'emporte facilement. On ne le voit guère planifier une longue série de crimes. Et puis la jalousie est son mobile, et les meurtres passionnels sont rarement prémédités. Bon, je suppose qu'à présent vous allez m'appliquer le même crible. Absolument, Monsieur Clark. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Comme vous l'avez tous constaté, il y a une similitude troublante entre le profil de Monsieur Clark et celui de l'assassin. Mieux, une correspondance parfaite. Monsieur Poirot, vos analyses psychologiques ne sont pas dénuées d'intérêt, mais vos conclusions ne tiennent pas debout. Pourquoi aurais-je précipité la mort de mon frère? L'héritage me revient de droit. Il me suffit d'attendre. Non, il vous fallait agir vite. À cause de Mademoiselle Gray. Mademoiselle, bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur ce point, il ne fait aucun doute à mes yeux que vous auriez su vous faire épouser par Sir Carmichael après la disparition de Lady Clark. Pour vous, Monsieur Clark, c'était la pire des situations.
Si Mademoiselle Gray avait des enfants de votre frère, vous étiez définitivement écarté de l'héritage. Vous avez vu venir le danger en lisant certaines lettres venues de Combside, particulièrement celle où votre frère vous ouvrait son cœur. Alors vous avez précipité votre retour de Chine et vous êtes passé à l'action. À la vérité, Cust n'a été qu'un pantin, manipulé par le vrai coupable. Vous, Monsieur Clark. Vous avez de l'imagination, Monsieur Poirot. En réalité, personne n'a manipulé Cust. Ces fameuses instructions qu'il prétend avoir reçues par courrier, il les a écrites sur sa propre machine. Nous le savons tous. Oh non, les choses ne se sont pas passées ainsi, et vous le savez bien. Eh bien voilà, toute la lumière est faite à présent sur les meurtres d'ABC. Vos constructions sont ingénieuses, mais vous n'avez aucune preuve. Il marque un point. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve matérielle. Je peux l'admettre, ou bien bluffer. Les preuves seront faciles à découvrir, maintenant que nous savons dans quelle direction chercher. Vous n'avez rien dans votre jeu. Vous avez bluffé, Monsieur Poirot. Viens, Thora. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ne me touche pas! Thora, Je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais voulu me prêter ta machine neuve, et pourquoi tu fouillais les affaires de ton frère. Et ce trou que tu as creusé sur la lande, c'était pour y cacher quoi? Le couteau qui a tué ton frère? Bien. J'ai joué, j'ai perdu. Il est temps de conclure à présent. N'approchez pas! Je ne me laisserai pas prendre, Monsieur Poirot. Navré, Franklin, il n'y aura pas de sortie facile pour vous. J'avais prévu votre réaction et chargé ce revolver à blanc. Désolé, mademoiselle, mais votre second espoir disparaît. Franklin Clark n'héritera jamais de la fortune de son frère. Déçue d'avoir manqué l'occasion de devenir Lady Clark, Thora Gray a quitté l'Angleterre. Donald Fraser et Megan Barnard se sont mariés. Sur la recommandation de Poirot, Mary Drower est entrée au service de Lady Clark. L'état de la vieille dame s'est soudain amélioré. Et quelques mois plus tard, elle était sur pied, à la grande surprise du docteur Logan. D'après cet éminent médecin, il s'agirait d'un cas extrêmement rare de rémission spontanée. Lady Clark se porte fort bien depuis. Journal d'un innocent. L'incroyable histoire d'ABC. Quant à A.B. Cust, conseillé par Poirot, il a gagné beaucoup d'argent en vendant son histoire aux journaux. Pour ma part, les affaires se portent à merveille. Le cygne noir est devenu la principale attraction touristique dans le Yorkshire. Encore plus populaire que la cathédrale d'York.